Salut tout le monde, bienvenue au SOS Podcast Ben Baudouin avec Yohan Lennes. Pour cet autre épisode, Yohan, passez un beau vendredi au casino à Samouraï chapitre 16? Oui, écoute, un vendredi rempli de succès pour nos combattants locaux. T'sais, une très belle soirée, juste des victoires pour les combattants locaux, donc très occupé, très belle soirée. Oui. Quelques combats serrés, on va faire l'analyse de cette soirée plus tard dans l'épisode, mais tu te battais pas. Oui. On en a parlé souvent, malheureusement, ton adversaire s'est blessé à la dernière minute. Signé beaucoup d'autographes, les gens sont venus Oui, jaser j'ai eu la Yohan chance de Lennes, voir quelques fans, quelques amis, j'avais des commanditaires, beaucoup d'amis, des clients du gym Académie Connexion à Saint-Amable, donc tout le monde a passé une belle soirée. Moi de même, donc je suis vraiment... félicitations à Samouraï MMA, encore un grand succès. Effectivement, et si vous voulez rattraper ça, si vous n'avez pas eu la chance de le regarder, d'être sur place ou de le regarder en direct, c'est disponible en français et en anglais sur la plateforme UFC Fight Pass. Plus tard l'émission, bien sûr, on revient sur cette belle soirée, comme Yohan le disait. Plein de belles victoires. On commence ça tout de suite. Bienvenue à tous au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Et oui, également au menu, on avait tout un samedi de sport. Bien sûr, Noche UFC du côté de San Antonio. Grosse performance de Diego Lopez en grande finale qui a infligé un revers à Jean Silva. On l'analyse tout ça dans quelques secondes. La boxe, je sais pas si t'as eu la chance de regarder aussi Canelo contre Crawford. Canelo contre Crawford, c'était impressionnant, mais le combat juste avant aussi, Mbili. Et on a un Canadien ici, là. Ceux qui ont pu regarder le combat, la pression que ce combattant-là a mis, la pression que ce boxeur-là a mis, le volume de coups qu'il a lancé. Je serais curieux d'aller voir les statistiques pour voir le volume de coups qu'il a lancé, le volume de coups qu'il a mangé aussi, certainement. Ça vient avec un petit peu. Malheureusement, 12 rounds remplis de boxe pure et de cœur. C'était vraiment, vraiment impressionnant, là. Il était le favori. C'est lui qui défendait une ceinture. Mbili, c'est bien sûr un protégé d'Eye of the Tiger et de Marc Ramsey, français, installé au Québec depuis longtemps. Puis, je pense qu'il peut être satisfait de sa performance dans le sens qu'ils ont remporté aussi le fameux combat de la soirée. Là. Donc, vu que c'était Dana White et l'équipe de l'UFC qui faisait la promotion de la soirée, on a importé quelques concepts, notamment pour cette soirée de boxe-là au stade des Raiders à Vegas. Notamment celui du combat Bonnie pour le combat de la soirée, c'est Mbili contre Lester Martinez qui l'a emporté. Mais en tout cas, je sais pas si ça le fait beaucoup reculer, mais il était largement favori. Il est très bien classé à 168 livres, Mbili, puis l'autre n'était pas classé du tout. C'était un peu un inconnu. C'était le partenaire d'entraînement de Terence Crawford. On peut comprendre pourquoi Crawford l'a amené dans son camp, parce que c'est un gars du Nicaragua, je pense, qui frappe extrêmement fort. Mais je peux pas m'empêcher d'être un peu déçu pour Mbili, parce qu'il s'est pas battu de façon, comme tu as dit, très... C'est pas son style non plus, là, mais très technique. Là. Il a avancé. Normalement, tout le monde tombe. Exactement. Mais c'est son style, ça, de mettre de la pression comme ça. C'est son style de mettre de la pression, de toujours être dans le visage de son adversaire. Comme tu l'as mentionné, d'habitude, les gars tombent. Martinez, quand même 16 victoires, aucune défaite. C'est ça. Un protégé. On le savait, il n'était pas dans les classements parce qu'il n'a pas eu la chance d'avoir des gros combats, mais on se doutait bien qu'il avait le talent pour y être. Il l'a vraiment prouvé. C'est une défaite en championnat comme ça, face à Mbili en co-main event de la soirée de Canelo Alvarez contre Crawford, c'est pas gênant. Donc, c'est toute une expérience pour lui. Honnêtement, c'était vraiment un très beau combat de boxe. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui aiment les combats offensifs où ça cogne dur, c'était... La défensive était pas à jour. Non, ça en était vraiment tout un et les deux sont restés debout et les deux ont pas reculé jamais. Donc, ouais. Beaucoup de cœur, ouais. Et juste pour terminer, Terence Crawford, honnêtement, un des meilleurs boxeurs, sinon le meilleur boxeur de sa génération. 42-0 maintenant. Il a été trop rapide, trop technique pour Canelo Alvarez. Il a frustré Canelo Alvarez parce que Canelo arrêtait pas de foncer, essayait de placer des gros coups, mais son jeu de pied était parfait. Crawford, vraiment un boxeur d'exception. Toujours à la bonne distance, lançait ses coups, avait toujours un mouvement défensif ou deux qui faisait en sorte que Canelo Alvarez manquait. Ça devait être très frustrant pour Canelo de toucher du vent comme ça, chose qu'il n'est pas habitué de faire. Donc,
Ouais, grosse victoire pour Crawford. Grosse soirée de boxe, mais nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, au SOS Podcast, c'est les arts martiaux mixtes, l'UFC, bien sûr, parce que c'était du côté de San Antonio et on a bien fait les choses parce que le combat s'est terminé samedi assez tôt parce que la carte était plus tôt, cette carte de l'UFC, et on a été capable d'aller sur la boxe tout de suite après. Diego Lopez, qui a... je sais pas s'il a fait qu'une bouchée de Jean Silva, mais c'était vraiment une performance impressionnante, une énorme victoire par KO au 2e round. Arrêt rapide, selon toi, parce qu'il se protégeait, Silva. Ouais. Je sais pas si... mais il y avait énormément de sang. Il y avait du sang. Selon moi, on l'a vu quand il s'est relevé, il était pas très solide sur ses pieds. De la manière qu'il est tombé, c'était quand même assez flagrant qu'il y avait eu un coup d'impact. Pour moi, c'est pas peut-être pas une clinique de la part de Lopez. Par contre, c'est une domination et il démontre la différence entre peut-être un top 5 et un top 15, un top 10. Parce qu'on l'a vu, Silva, oui, il a touché la cible. Par contre, Lopez n'a pas tombé. Il est en mesure de rester. Menton, Lopez. Il me l'avait dit dans son entrevue. Là, il dit: j'ai vraiment confiance en mon menton. Il avait mangé 160 coups significatifs contre Volkanovski, qui cogne possiblement moins fort que Silva, mais il se disait: j'ai jamais reculé, puis c'est vrai. Puis là, il a tout absorbé ce que Silva lui a envoyé. Il a envoyé l'évier de cuisine, là, la batterie de cuisine au grand complet. On le sait que Lopez, c'est un gros 155 livres. Est-ce que ça peut avoir fait une différence? Il est capable d'encaisser les coups. Je veux dire, chose sûre, clairement, il a démontré là, qu'il avait un menton, il avait du cœur. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il était en mesure de vraiment varier. On l'a vu aller au sol. Il a fait ses amenés au sol. Il a réussi 3 de ses 4 tentatives. A défendu une tentative de Silva. Donc, vraiment, a démontré là, tous ses aspects, tous les facettes dans lesquels il était dominant. Termine avec un coup de coude renversé. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux, là? C'est ça. Je dis arrêt rapide sur le coup, arrêt rapide, parce que mais c'est vrai que ce coup de coude-là renversé a vraiment... j'ai l'impression que ça a vraiment pincé Silva. C'était au niveau de la tempe. Au niveau de la tempe, ouais, c'était au niveau de la front. tempe du côté ici. Donc, vraiment, c'était un endroit quand même assez... Puis tu fais bien de le mentionner, parce que la façon dont il est tombé... Ouais. Assez durement sur son ventre. À pleine face, comme, fait que... Et tout de suite, c'est Lopez qui s'est rué et est allé en ground and pound en fin de 2e round. Donc, je préfère des arrêts peut-être un peu trop rapides, plutôt que des arrêts tardifs, comme on a vu avec Alexander Hernandez contre Diego Ferreira. Ça, c'était... On va en parler tantôt. De quoi, exactement. Oh my God, cet arbitre-là, ouf. OK. Mais bon, pour en revenir à Lopez, et je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est peut-être la différence entre un top 3 et un top 10, 12, 15. Les classements n'ont pas changé. La logique a été respectée au final. Lopez était quand même classé numéro 2 et Silva numéro 10. On se disait, est-ce que Silva est le nouvel as là, à 145 livres, un gars qui va être inarrêtable? Il a semblé inarrêtable à ses premières sorties, mais on voit que rendu à ces niveaux-là, effectivement, juste la puissance, c'est peut-être pas suffisant. Il manquait un peu d'atouts, surtout quand il s'est retrouvé sur son dos. Oui, puis là, et dans le camp de Silva, il va falloir qu'on voit comment on rebondit de cette défaite-là, là, parce que c'est une défaite qui fait quand même assez mal. C'est une défaite qui va être crève-cœur, c'est une défaite qui est dure, c'est un combat qui est important. Là, on va devoir rebondir de ce combat-là. On va avoir un gros test, c'est sûr. En étant classé 10e, on a affronté le 2e. On peut pas s'en aller vraiment en bas de ça. Donc vraiment, on va aller affronter des combattants qui sont classés en bas de nous. On n'ira pas en haut du top 10, c'est sûr. Donc là, ça va être là de voir Silva va être en mesure de rebondir de cette défaite-là. Une défaite qui a l'air de faire quand même assez mal là, du côté de Silva. Oui, exact. Et ça fait mal pour l'équipe des Fighting Nerds. Et un peu à l'image de Silva et Borralho et Rufi, on les voyait invincibles et tout ça. Exactement. Là, ça leur fait 3 défaites là, en 2 week-ends, en fait. Là. C'est les 3 gars que je viens de nommer viennent de perdre dans l'espace de 2 galas. Leur première défaite dans le cas à l'UFC, là, dans le cas de ces 3 gars-là. Et l'équipe des Fighting Nerds qui avait cette espèce d'aura, et les combattants aussi, là, maintenant, on le sait qu'ils sont battables. Donc, ça aussi, ça va être à surveiller pour la suite. Diego Lopez, est-ce que c'est suffisant? En affrontant le 10e, tu sais que tu peux pas gagner énormément de points. La façon dont tu peux gagner des points et de la valeur, c'est de gagner de façon spectaculaire, ce qu'il a fait. Volkanovski, on attend encore son prochain adversaire. Il s'est montré ouvert à affronter le Ron Murphy.
qui a battu Aaron Pico de façon extrêmement spectaculaire il y a quelques semaines. Un coup de coude renversé, lui aussi. Renversé également. Quelle avenue on va prioriser? Murphy qui est sur une séquence de quoi, 8 ou 9 victoires, ou Lopez qui vient d'aller rechercher une immense victoire contre le phénomène Silva? Ouais. Moi, considérant que Lopez et Volkanovski se sont déjà affrontés quand même assez récemment, donc je donnerais la chance à Murphy qui a démontré sa dominance, qui l'a démontré qu'il a accueilli le nouveau jeune Pico qui venait d'une autre organisation qui était supposément une star. Un gros KO avec un coup de coude renversé qu'on n'avait pas vu Murphy vraiment prendre des risques avec des gros KO comme ça, nous sort une performance dominante. On se doit de lui donner une chance au titre et je trouve ça intéressant de voir du changement. Murphy au titre. Peut-être un Murphy contre Lopez pourrait être intéressant. Donc, tu sais, si éventuellement Murphy gagne, donc je pense que Murphy c'est le prochain pour le titre. Faut pas oublier Movsar Evloev qui est toujours dans la liste, mais il s'est pas battu depuis presque un an, lui. Qui semble être un peu oublié dans l'ombre, malheureusement. C'est ça, parce que là, il devait revenir cet été, c'est encore blessé. C'est pas un gars qui est ultra spectaculaire, va chercher des victoires, mais a pas ce facteur-là que d'autres ont. A pas ce gros chaos signature. Mais si tu regardes le CV et les séquences de victoires, il est classé numéro 1 aussi, donc à suivre la gravité de sa blessure. Mais bon, Lopez s'assure au moins de rester vraiment dans le mix, comme on dit, là, pour une chance au titre et pour Jean Silva, un peu retour à la table à dessin. Et il était très confiant, peut-être certains diront arrogant. Et lui et toute son équipe vont devoir un petit peu revenir sur terre et continuer de travailler, en fait. Ça demeure des combattants ultra talentueux. Ça reste qu'ils étaient tous invaincus avant leur défaite qui sont très récentes. Donc, c'est à eux d'être capables de rebondir puis de revenir sur le chemin de la victoire. OK, rapidement, on va faire le tour des autres gros combats. David Martinez qui a battu Rob Font. Quelle surprise. Et on en parlait, en fait. Peut-être pas quelle surprise, mais ça reste un combat de dernière minute pour... C'est vrai que Martinez, on savait pas qu'est-ce qu'il y avait dans le ventre, puis là, t'arrives contre un vétéran. Rob Font, je me doutais qu'il avait ralenti. Je savais que c'était peut-être un combat qui était un peu dangereux, un combat piège pour lui. On a vu un peu l'âge de Rob Font, je pense, dans ce combat. Ça s'est joué vraiment, je pense, sur l'énergie, l'âge, la durabilité du combattant. Au premier round, Font a semblé très à l'aise, puis plus le combat allait, plus ses repères semblaient être difficiles. Et David Martinez, à son deuxième combat à l'UFC seulement, accepte ça à la dernière minute, ça lui permet de passer tout de suite dans le top 15 au 11e rang à 135 livres. Donc, qu'est-ce qu'il va être capable de continuer à monter? Il l'a pas... Ça a été une performance technique, une bonne performance technique. Pas non plus une performance ultra spectaculaire de son côté. Donc, peut-être hâte de le voir contre un gars du top 10, justement, là, à 135 livres. Un gars comme Mario Bautista, un gars plus de son âge aussi, un gars technique également. Pourquoi pas? Bautista, je regarde ça, il est classé 8e. Donc. Mais quand même, immense victoire pour David Martinez contre le vétéran Rob Font. Ça s'est gagné par décision unanime de la part du Mexicain. Je l'ai mentionné tantôt, mais Hernandez qui a passé un violent KO à Diego Ferreira. Puis honnêtement, il y a eu au moins 4 coups de poing de pied. Ah oui, certainement. Ça aurait dû être dès que Ferreira est tombé au sol, le combat était terminé. Le combat, il y avait plus besoin d'avoir de 2-3 coups. Il y a eu beaucoup de coups qui ont été lancés. Toi, t'en comptes 4. Moi, j'étais à la maison, je me souviens, j'ai dit à ma copine, il y en avait 7 qui ont été lancés de trop. Il y a eu beaucoup de coups qui ont été lancés. Donc, mais Hernandez, quelle éclosion d'Hernandez là, depuis un bout de temps. Renaissance. Oui. Moi, je me souviens, je l'ai vu, là, c'était contre Olivier Aubin-Mercier. Exact. Il avait gagné. On parle de ça il y a très longtemps, là, si je ne m'abuse, peut-être un 5 ou peut-être 5 ans, peut-être. Ah, minimum. Peut-être 5-6 ans, ouais, exactement. Donc, puis a eu beaucoup de difficultés par la suite, a eu plusieurs défaites. Là, a eu une défaite très difficile contre Cowboy Cerrone. On l'avait mis contre le vieux Cowboy Cerrone, c'était Hernandez, qui était vraiment le jeune loup qui arrivait contre le vieux Cowboy. Puis c'était Cowboy Cerrone qui avait eu la grosse victoire, qui avait dominé complètement Hernandez. Je pense que mentalement, ça a été très dur pour Hernandez de rebondir. Mais là, sur 3 victoires consécutives, semble être reparti sur le bon chemin. Donc 4 victoires consécutives. 4 victoires consécutives. Et à 105... Il y a eu un passage désastreux à 145 livres, 2 combats, il a 2 défaites. Mais si on monte ses combats à 155 livres, ça lui fait 5 victoires de suite. Donc, il avait gagné son dernier à 155, était descendu à 145 avec pas de succès. Depuis qu'il est revenu à 155 chez les légers. Donc, 4 victoires de suite.
et en 2025, toute une année, le 3-0. Tout un physique, Hernandez. Tout un physique. Et son combat contre Olivier, c'était en 2018. Imagine. 2018. Donc, ça ne nous rajeunit pas, hein? Non. Donc voilà, et honnêtement, pour en finir avec cet arrêt tardif, c'est que ce que je trouve le pire dans ce qu'on voyait à l'écran, c'est les doubles impacts. Parce que Diego Ferreira était au sol et donc sur son dos. Il y avait des coups, il avait la tête relevée et des immenses coups d'Hernandez. Premier impact, et la tête frappait tellement sur le matelas, sur le sol également. Donc, et ça, il y a eu 3 ou 4 coups de poing comme ça, il y a eu double impact. Et en tout cas, je me disais, qu'est-ce qui attend, sérieusement? C'était au Texas. On dit souvent que la commission athlétique au Texas, on est un peu plus patient pour les finishes. Est-ce que ça explique? Peut-être, mais bref. Je l'ai moins aimé celle-là, mais ça n'enlève rien à cette immense victoire d'Alexander Hernandez contre Ferreira. Et dernier combat qui retient l'attention, ça n'a vraiment pas été le combat de la soirée parce que Tatiana Suarez a fait ce qu'elle fait d'habitude. Là, c'est qu'elle est allée chercher... elle a lutté carrément, elle a contrôlé Amanda Lemos. Elle avait besoin quand même de cette victoire-là pour retourner potentiellement en combat de championnat. On sait qu'elle revient de sa première défaite contre Zhang Weili en championnat. C'était en début d'année, mois de février, si je ne m'abuse. Suarez, on le sait qu'elle est ultra talentueuse, c'est peut-être la meilleure lutteuse chez les dames, là, toutes catégories confondues. Cependant, c'est ça, elle non plus n'a pas ce facteur-là de finish et de spectacle que l'UFC aime beaucoup. Hein. Exactement. Ça pourrait être intéressant de voir Suarez contre Dern, éventuellement, tu sais, si il y a lieu d'être. La lutteuse contre la spécialiste de Dern a un très bon jiu-jitsu brésilien. Peut-être que Suarez travaillerait au niveau de sa lutte, donc ça pourrait donner un combat intéressant. Et si jamais les deux décident de rester debout, on le sait que ça donne toujours des combats intéressants quand 2 spécialistes de jiu-jitsu ou 2 spécialistes de lutte décident de tenter de faire le combat debout. Donc ça pourrait être un combat qui est intéressant à surveiller chez les femmes. Ben ouais, puis surtout si Dern gagne la ceinture, ça va se passer quoi à l'UFC 321 si je ne m'abuse, contre Virna Jandiroba, exactement. Fin octobre, le gala du côté d'Abu Dhabi, en fait, en demi-finale de Cyril Gane contre Tom Aspinall, ce combat de championnat chez les 115 livres féminins. OK, passons à Samouraï. On vous a vendu la mèche un petit peu en début d'émission, mais bon, on est jeudi, ça fait presque une semaine que le gala est passé, mais une fiche parfaite. Tu l'as dit, des combattants locaux, là. 9 victoires, aucune défaite. Ça n'a pas été toujours facile, par exemple. Il y a eu des combats très serrés. Très serrés, oui. Camilo Aveyan qui a eu besoin de tout son petit change pour aller battre son adversaire, là, notamment. Moi, ce que je lui ai dit à Camilo Aveyan, puis je trouve que c'est vraiment intéressant, puis je trouve que c'est bon pour sa carrière, parce que Camilo, c'est un combattant qui est très respecté, qui est très craint, qui est très jeune, qui est très talentueux. Donc, il est 2-0. C'est difficile pour lui de se trouver des combats. C'est difficile pour lui d'avoir des adversaires. Avec un combat comme ça, un combat où est-ce que il a été bon, il a été dominant, mais il y a eu de l'adversité. Donc, ça va être plus facile, selon moi, pour lui d'aller chercher des adversaires. Parce que là, les gens vont se dire, il est battable, mais... il est un peu il y a plus quelque chose à faire. Il est à notre portée, exactement. Donc, ils ont plus de vidéos à regarder sur Camilo. Donc, moi, je trouve ça intéressant pour lui. Beaucoup de temps de cage. C'est un combattant qui est très mature, qui est très spectaculaire, qui gagne à être connu. Donc, très belle victoire pour lui au Casino de Montréal. C'est contre Raoul Flores, un Mexicain qui est clairement pas venu, lui, pour se coucher. Il est pas venu pour son chèque de paye parce qu'il m'a impressionné, puis il avait du cœur au ventre, effectivement. Très résilient. Ouais, effectivement. Un autre qui a eu de la difficulté, on va en reparler tantôt, mais c'est Jonathan Ramsey. Il est allé chercher la victoire, mais ça a donné tout un combat. Mais à tout seigneur, tout honneur, parlons de Michael Dufort qui est en finale, conserve sa ceinture des poids légers. Il a fait qu'une bouchée là, de son adversaire Wanderson Michel, un adversaire de dernière minute, mais ça n'a même pas pris 2 minutes. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que Mick est trop fort maintenant là, pour la Ligue ici au Québec sur les circuits régionaux? Là? Oh oui, c'est sûr que Michael Dufort, il est là depuis longtemps. Il est dominant. C'est pas un combattant qui s'allonge. C'est un combattant qui démontre qu'il termine ses combats. Il y a beaucoup de premiers rounds. C'est sûr qu'il a fait le tour ici au Québec. T'sais, moi, je m'attends à le voir dans les grandes organisations, que ça soit de retourner à PFL, que ça soit ou il peut rester à Samouraï. Samouraï est une grande organisation aussi, mais là, ça va prendre des gars de haut niveau. T'sais, parce que oui, il est prêt pour la grande ligue, mais ça prendrait... c'est dommage parce que il est supposé d'avoir des gros adversaires devant lui, puis il y a toujours quelque chose qui arrive, un adversaire qui se blesse. Donc là, c'est des adversaires de dernière minute qu'il y a eu. Donc, c'est sûr que ça lui prend un autre bon combat contre un adversaire de renommée mondiale pour vraiment montrer qu'écoute, il a sa place.
selon moi, il l'a. Minimalement une chance à la Contender Series. Hein. Ah, ça, c'est certain. Puis ça, c'est s'il l'a peut-être pas déjà eu, on le sait pas. Peut-être que dans son camp, il l'a déjà eu il y a quelques mois. Là, on le sait, il a changé d'agent. Peut-être qu'il va y avoir du nouveau vent chez Michael Dufort avec un nouvel agent. On le sait pas. Là. En tout cas, ça s'est terminé comme ça se termine plus souvent qu'autrement pour Mick avec un étranglement arrière à 1 minute 53 du premier round. Il a fait son plaidoyer pour l'UFC Vancouver aussi dans la cage. Quelle énergie il amène, Michael Dufort. Il y a un fan base énorme ici au Québec. Là. Il y avait de l'ambiance au casino, puis je l'ai dit quand je décrivais le combat, il y a peut-être la moitié des billets que c'est Michael qui les avait vendus. Ouais, il est très respecté, il est très aimé. C'est un Québécois dans l'âme. Il rentre avec ses chansons de Bob Bissonnette, la gang de malades. Il rentre toujours avec la même chanson. Sa famille est là, ses amis sont là. Michael Dufort, ça fait 15 ans qu'il est dans le monde des arts martiaux mixtes. On a toujours cru à Michael Dufort, donc je pense que il serait temps pour lui d'avoir sa chance dans le grand show. S'il y a un décisionnement de dernière minute ou s'il reste une place sur la carte de l'UFC, l'invitation est lancée. C'est ce qu'il a mentionné dans la cage. Mustafa Salehzadeh, tu nous en avais parlé ici. Toi, tu le vois au gym de façon régulière. On savait que c'était un immense lutteur. Il est allé chercher la ceinture des poids lourds. La première dans l'histoire de Samouraï avec sa victoire contre Edson Lopez. Edson Lopez qui a abandonné après le troisième round. Sympathique, le Brésilien, par ailleurs. Là, il a abandonné. C'est un gars de 47 ans. Il a dit faut que je pense à ma santé. Il faut que je retourne voir mes enfants et tout ça. Une ceinture ou 2 rounds de plus, ça vaut pas la peine de mettre ma santé en jeu plus qu'elle ne l'a déjà été parce que c'était du ground and pound assez violent. Pratiquement des positions crucifiées là, qui permettaient à Mustafa d'être sur le dessus et de placer un nombre incalculable de coups. Là. Exactement. C'était une clinique. Là. Donc, dans le fond, c'est un 3 rounds. Le combat était prévu pour 50, mais ça a été 3 rounds de pure lutte, de corps à corps, de projection au sol, de coups de poing, de coups de coude, de la part de Mustafa. Donc, comme tu l'as mentionné, là, après le 3e round, Lopez en pouvait juste plus. Il était exténué, puis de l'autre côté, Mustafa en pouvait plus lui non plus. Non, parce qu'il a eu un malaise. Il a eu un malaise. En fait, c'est les deux. Benoît, les deux sont partis en ambulance après le combat. Les deux ont eu un malaise. C'était pour vous mentionner à quel point le combat était physique. Quand les deux gars allaient au sol, là, le casino shakeait quasiment. Là, la cage shakeait. Parce que c'est pas des petits messieurs. Là. C'était des gars de 250, 260 livres. Donc les deux gros combattants qui ont dû se rendre, c'est ça, à l'hôpital pour être sûr d'être sous contrôle, que tout soit sous contrôle, que leur santé soit prise en bonne main, parce que les deux, vraiment, peut-être au niveau de la pression, c'était difficile, ils ont tout laissé dans la cage. Exact, ils ont tout laissé, au niveau cardiovasculaire et tout ça. Est-ce que t'es allé au Tristar depuis? J'ai vu Mustafa, il est venu au Tristar le lendemain, il était le surlendemain, il était en pleine forme, le gros sourire aux lèvres, fait que non, c'était plus de peur que de mal. OK, ben c'est ça, c'est plus c'est préventif dans ces cas-là, mais ça a causé une petite commotion là, quand on nous a annoncé ça, il fallait qu'on amène des combattants à l'hôpital et qu'on a appris que c'était Mustafa. Parce qu'en plus, il venait de gagner. C'est plutôt rare. Il n'a pas mangé énormément de coups non plus. Non, c'était vraiment plus au niveau de la fatigue, au niveau de la pression. Être sûr de reprendre le contrôle comme il faut. Là. Et là, lui aussi, ça va être à voir la suite parce que pas grand monde va vouloir venir l'affronter ici à Samouraï. Puis, Ferras arrête pas de dire que ce gars-là, il est mûr. Oui, mais rendu à 4-0, avec une dernière performance contre Lopez, qui était un combattant, un vétéran d'une quinzaine, une vingtaine de combats, qui avait une champion d'une autre bonne organisation canadienne. Donc, très, très, très respecté. À 4-0, Mustafa, champion de l'organisation Samouraï, je le vois à Contender Series. Il n'y avait pas beaucoup de heavyweight à Contender Series. On en voit à 3-0, à 4-0, 5-1. Attendons pas un an ou deux. Prenons-le, allons-y, prenons la chance. Contender Series, je pense qu'il est prêt. Voilà, rapidement, en rafale, Alex Morgan contre Ariston França. França, le Brésilien qui a abandonné après le 2e round. Honnêtement, c'est le meilleur que j'ai vu Alex Morgan depuis un certain temps. Tout fonctionnait. Ouais. Il a découpé França, c'était beau. Là, moi, je le vois dans le gym, Alex Morgan, puis on pense que peut-être après un certain temps, on arrête un petit peu de se peaufiner ou on trouve notre certain style. Je me souviens de mes coachs m'avaient dit ça va te prendre 10 ans de te trouver ton style, mais j'ai l'impression qu'Alex Morgan, après 15 ans, il continue d'évoluer encore. Puis spécialement au niveau de son striking, on le voit sortir ses coups de pied à la tête. Là, il fait au début, il travaillait beaucoup avec son jab direct. On savait que c'était quelqu'un qui était très linéaire, là, devient très dangereux avec ses kicks. Sorti son jiu-jitsu brésilien dans les derniers combats aussi. Donc, un nouveau Alex Morgan qui nous démontre sa dominance encore une fois, là. Et moi, ce que j'aimais aussi, c'est que
où on était placé pour décrire. On était juste à côté de son coin, en fait, là, Ferraz et son coach Donald, je pense, qui était vraiment pas loin de nous. Puis chaque fois qu'Alex faisait quelque chose, on entendait... Tu sais, Ferraz, c'est pas le gars le plus expressif non plus, mais là, tu voyais qu'il était fier, il était content, il criait à chaque fois. C'est comme si on avait préparé un... Tu sais, quand tout fonctionne, là, Ouais. là, tu te dis, OK, on va te faire telle affaire. Puis tout est comme calculé. Il n'y a pas rien qui est... Pas un mouvement qui est de trop ou tout ça. Puis on dirait que Ferraz était là. Puis lui-même était impressionné de voir à quel point ça fonctionnait. Donc, tu sais, puis il y en a vu d'autres. Là. Ouais. Oui, tu sais, mais c'est tout ça pour démontrer à quel point Alex Morgan... Tu sais, c'est un peu comme... Tu sais, moi, des fois, je le dis, puis je trouve que c'est le capitaine des arts martiaux mixtes du Québec, Alex Morgan. C'est le vétéran. C'est un des gars qui est là depuis longtemps. Puis moi, je vais toujours me souvenir à mon dernier combat à Gatineau. On s'est entraîné dans le même locker. On était dans la même chambre ensemble. Puis moi, je suis plus du genre réservé, assis, je dis pas un mot. Puis lui, c'est plus du genre, je suis debout, je parle, je suis très énergique. Puis il m'a tellement mis en confiance, ça m'a tellement mis en confiance de l'avoir dans ma chambre, puis je lui ai répété le lendemain. Fait que non, c'est un très, très bon vétéran que le Québec a ici, Alexandre Morgan. Un mot sur Jonathan Ramsey qui a dû puiser au fond de ses ressources pour aller chercher une victoire par décision contre Mark Harry Lewis, un Américain. S'est blessé à une cheville durant le combat, pas lâché, a continué d'avancer. Il a mangé des coups, par exemple. Il était magané, Jonathan. Il était magané, Joe. Grosse guerre, mais c'est ça qu'il fallait. Personnellement, là, en tant que combattant, je pense que c'est ça qu'il fallait. Ça y prenait pas un knockout en partant. Ça y prenait pas une performance spectaculaire. Ça y prenait une guerre à savoir si ça y tente vraiment de faire ça, si ça y tente vraiment de vivre ça, de manger ces coups-là, de pas être certain s'il gagne ou non. Puis, tu sais, oui, il est sorti magané. Je pense que du bon repos, il va revenir fort, il va retrouver l'étincelle du Joe Ramsey que il était là, mais il était encore un petit peu à reculons. Grosse victoire de Joe Ramsey, combat difficile, mais il est revenu sur le chemin de la victoire, c'est tout ce qu'il faut. Et son menton a tenu après 2 victoires, 2 KO quand même assez violents. Là, le fait que tu es capable de faire 15 minutes, c'est de bon augure. Mentalement, aussi. Ça fait du bien. Il avait pris le temps aussi, là, plusieurs mois d'absence. J'ai été très impressionné par Isaac Herbert, jeune ontarien, il vient d'Ottawa de 22 ans. Honnêtement, 22 ans, puis arriver avec une telle attitude, puis ce gars-là, là, le stressomètre à moins 10. Là, à peu près. Très, très, très dominant. Moi, je le vois dans le gym à chaque jour au TriStar. Isaac, c'est un phénomène. C'est un jeune très discipliné, très humble. Il fait ses affaires, il parle pas beaucoup. Un talent, là, il va être à surveiller, là, très, 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 très jeune. Il a gagné par... étranglement arrière au premier round contre Lucas Taylor. C'était ses débuts professionnels, donc un nom à surveiller. 22 Isaac ans seulement et vient d'avoir sa ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, Isaac Herbert. Donc, Et Jan Stobie, autre produit du H2O qui a été impressionnant. Lui aussi, il a eu... on s'est rendu jusqu'au 2e round, donc il a démontré vraiment... C'est un gars de 170 livres, là, un bon 170 livres, un bon gabarit, un jeune gars, je pense qu'il a 22 lui aussi. Attachez vos bretelles parce que Jan Stobie en ce moment ce qu'il vous démontre c'est une dominance au niveau de sa lutte, son jiu-jitsu brésilien, son ground and pound, un petit peu on sait qu'à H2O, Michael Dufort, Olivier Aubin-Mercier, tous des gars dominants au niveau du jiu-jitsu et de la lutte, mais Jan Stobie c'est une ceinture noire de taekwondo. Debout, c'est une arme blanche, c'est une machine gaucher-droitier, c'est un des gars les plus talentueux avec qui j'ai échangé debout, fait que vous allez voir éventuellement une belle avenir. À surveiller. Donc, on passe maintenant aux actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. Ben oui, comme d'habitude, on finit l'émission avec quelques nouvelles UFC. Une grosse nouvelle qui concerne... l'UFC Vancouver, en fait, le gala qui aura lieu au Canada au mois d'octobre. Une nouvelle décevante parce qu'Anthony Fluffy Hernandez doit se retirer de cet événement. Il est en finale contre Reiner Derrider. Combat, moi, que j'avais vraiment encerclé. Là. Duel important à 185 livres que je voulais voir. Hernandez sur toute une séquence. Et il doit se retirer, remplacé par Brendan Allen, qui l'a battu en début d'année. Hernandez a battu Allen. On passe vraiment d'un gars qui est sur toute une séquence, un gars qui a le potentiel d'être sur la courte liste là, pour un adversaire pour affronter Khamzat Chimaev, à un Brendan Allen qui, j'ai vraiment l'impression,
Oui, il revient d'une victoire contre Marvin Vettori, mais ça lui a pris tout son petit change. C'est un gars talentueux, mais je trouve que c'est un gars qui a peut-être plafonné. Bref, si bas Rainer de Rieder, je veux dire, chapeau, mais je trouve qu'on perd vraiment au change. Les amateurs perdent avec ce nouvel adversaire-là. J'essaie de comprendre, c'est pour ça que j'ai cette face-là en ce moment. J'essaie de comprendre parce que ils s'entraînent dans le même gym. Les deux sont au Kill Cliff, en Floride. Brendan Allen et De Rieder s'entraînent depuis les 6 derniers mois au Kill Cliff dans le même gym ensemble. C'est des partenaires d'entraînement. Et Marc-André Barriot fait partie de ça. Fait que là, j'essaie de comprendre. Y a-tu quelque chose qu'on n'est pas au courant? Est-ce que Brendan Allen, à l'entraînement, réussit à bien faire contre De Rieder et il se dit, écoute, c'est pas différent, puis je vais y aller. Y a-tu une entente entre les deux qu'on n'est pas au courant? Moi, la première chose que j'ai pensé quand j'ai vu ça, c'est ça. Je suis comme, c'est des partenaires d'entraînement. Ça va être drôle un petit peu comme. C'est pas inédit, mais c'est quand même rare. Ouais. Mais c'est pas inédit. Surtout dans ces gros gyms-là où il y a énormément de combattants. C'est vrai. On a vu Yann Gary, c'est arrivé aussi des fois, qui affrontait. C'est ça. Okay. American Top Team, ça arrive souvent qu'il y a c'est tellement des gros gyms. J'avais pas réalisé, mais tu fais bien, très très bien de le mentionner. Est-ce que les deux sont amis? Ou est-ce que les deux sont pas vraiment amis et qu'ils voient une opportunité en ce moment pour finaliser ça ensemble? Mais... Puis de toute façon, qu'est-ce qu'on fait dans ces... En tout cas, ce que j'avais entendu à l'époque du ATT notamment, c'est que on sépare presque carrément le gym en deux, là, dans le sens où... Le gym est assez grand, on s'entend. Puis c'est ça, soit qu'on les sépare physiquement... Ou l'horaire. Ou soit l'horaire est adapté en conséquence, effectivement, pour pas que les deux se croisent. L'entraîneur-chef, Henry Hooft, qui est déjà plus nécessairement impliqué. Ouais. Il a encore ses combattants, mais de moins en moins. Ouais. C'est vraiment l'entraîneur-chef et il délègue beaucoup. Je sais que Marc-André me l'avait expliqué. Il dit, Henry, il voyage beaucoup moins qu'avant. Puis on a chacun nos petits coachs, qui sont avec nous. On a chacun nos coachs préférés ou nos gens avec qui on aime travailler, tout ça. Fait que probablement que Ouf sera pas dans le coin de ni de l'un ni de l'autre également. Donc on va se séparer ça comme ça. À suivre donc. Mais comme je veux dire, à mes yeux, rapidement comme ça, Allen, j'ai toujours aimé Brendan Allen. Si vous me suivez le podcast ici ou celui que je faisais avant avec Patrick Côté, mais j'en ai souvent parlé d'Allen, puis moi je le voyais comme un futur champion, mais il me déçoit. Je trouve qu'il a vraiment plafonné. Contre Hernandez, il a vraiment pas été à la hauteur. Bref, je vois pas dans ma tête comment il peut battre Rainer de Rieder. Non, j'ai l'impression que Brendan Allen, je devrais pas dire casse mentalement quand il fait face à l'adversité, parce qu'il n'y a pas un combattant qui casse mentalement, mais j'ai l'impression que quand le combat devient difficile, comme Hernandez, c'est pas long qui casse Brendan Allen. Ça va bien quand il est en contrôle. Quand tout se passe bien comme il veut, ça fonctionne. Quand il réussit à amener le combat au sol. Mais dès qu'il est pas capable d'amener le combat au sol ou que ça va moins bien debout, j'ai l'impression qu'on le voit casser rapidement. Puis, tu sais, plutôt que de vouloir step up ou de réessayer un petit peu. Dans l'adversité, de devenir encore meilleur, on dirait que lui, c'est un petit pas de recul qu'il prend. Puis comme tu l'as mentionné, il y a eu une belle ascension, puis moi aussi, je le voyais monter rapidement, puis je me disais, hey, il y a eu un moment donné où est-ce qu'on parlait de Adesanya, Brendan Allen s'en venait le chercher, tu sais, puis on parle de ça il y a peut-être 2 ans peut-être, mais là, clairement, c'est plus ce Brendan Allen-là. Là. Il est classé 11e. Derrida est classé 4e. Donc, ce sera l'événement final à Vancouver. Il y a toujours Charles Jourdain et Manziabi, entre autres. Jasmine Jasdevicius qui sont sur cette carte-là. Mike Malott. Grosse carte quand même, le 18 octobre. UFC Maison-Blanche, ça fait encore la manchette parce que Conor McGregor s'est retiré de sa campagne électorale ou de la course à la présidence de l'Irlande parce qu'il a dit « Je veux me concentrer sur mon retour à l'UFC parce qu'il veut revenir à l'UFC Maison-Blanche. » Et là, Michael Chandler qui salive puis qui dit « Enfin, je vais avoir la chance d'affronter. » Les deux devaient s'affronter par le passé. Chandler dit « Je le visualise. Le combat n'a jamais été aussi proche de se concrétiser que là. » Puis là, on parle même d'une finale. Pour un gros gala comme ça, un gala unique, UFC Maison-Blanche, une finale McGregor-Chandler. Ben oui. Ben oui. Pas moi. Mais là, je comprends pourquoi. Parce que c'est McGregor. Ben pas juste ça. Chandler. C'est le modèle américain. Le gars qui vient de manger 2 volées de suite, dont une contre qui va en manger une 3e contre McGregor. Ça, je suis pas sûr. Non, je sais pas non plus. Là. McGregor, en tout cas, les vidéos qu'il poste récemment, je sais pas si tu as vu. Là, non, je sais. Puis ça reste que Chandler, c'est un athlète
surhumain, là. Tu sais, je veux dire. Mais là, ça va être de voir est-ce que tout se fait dans les règles, là. Avec McGregor, là. Il y a tellement de. Tu sais, c'est ça. C'est pour le show. Ouais. C'est ça. Si on va dans cette avenue-là, faut juste accepter que on prend deux gros noms, puis on prend deux gars qui vont être capables de faire une bonne promotion, puis de s'insulter à tour de bras, puis. Mais au niveau sportif et au ça niveau. Amène quoi? C'est ça. Ouais, je suis au niveau d'accord. des classements, au niveau de tout ça. Chandler, je ne sais même plus s'il est classé à 155 livres. Là, je vais aller voir. Là, mais sa défaite. Oui, il est encore classé quand même, là, mais sa défaite contre Paddy, là, ça fait mal. Là. Il est 12e maintenant. Puis il n'est plus ce qu'il a déjà été. Même sa carrière à l'UFC en général n'a pas. Non, elle n'a jamais vraiment éclos parce que. Chaque fois qu'il y a eu des gros combats, il a perdu. Exactement, c'est ça. Kayla Harrison, elle, on lui pose la question, ça va être quand le combat contre Amanda Nunes? On ne le sait pas. Évidemment, Amanda Nunes revient là, de quelques années de retraite. Elle doit prendre le temps de se remettre sur pied. Et Harrison, elle dit, c'est sûr que je veux ce combat-là. Je m'attends à ce que ça soit finalisé, qu'on puisse se battre dans les 2-3 premiers mois de 2026. Mais si ça va au-delà de ça et que Nunes ne veut pas se commettre, ben, elle a dit, je suis ouverte à prendre un autre combat entre-temps. Et son raisonnement, c'est de dire, je veux pas empêcher d'autres filles d'évoluer. Honnêtement, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il n'y a pas beaucoup de risques que Kayla Harrison perde contre une autre fille à 135 livres présentement. Elle pourrait perdre contre la balance, par exemple. Son plus gros adversaire, c'est la balance. C'est vrai. Puis il suffit que... Puis si elle perd, si elle fait pas le poids pour un combat de championnat, elle perd sa ceinture. Exactement. C'est là que ça peut faire mal. Fait qu'il va falloir que si elle décide de s'embarquer dans un combat, qu'elle s'embarque avec le même sérieux que si elle affrontait une Amanda Nunes ou autre. Elle n'aura pas le choix. Je suis pas inquiet. Je suis pas nécessairement inquiet. Je pense que c'est une athlète. Elle a ça dans le sang et tout ça, mais je veux dire, le corps a toujours ses limites. Elle l'a fait la dernière fois, mais ça a été extrêmement difficile, puis ça va pas en s'améliorant. Donc, c'est juste ça que j'ai à surveiller. Mais j'admire quand même son fair play. Son esprit sportif, de dire... De vouloir continuer à être actif. Je ne passerai pas pendant un an là, à empêcher les autres d'évoluer. On va donner la chance à une autre fille. Rapidement, Bo Nickel contre Rodolfo Vieira, ça a été annoncé à l'UFC 322. Ouais, ça va être intéressant, ça. Duel de grappler. Là, en fait, Nickel, le gros lutteur contre Vieira, qui est un as du jiu-jitsu brésilien, qui est sur une bonne séquence. Comment Nickel va réagir après à sa défaite contre Derrider il y a quelques mois, ça va être intéressant. Tu connaissais Gable Stevenson? Est-ce que tu avais déjà entendu ce nom-là? Pas plus que ça. C'est un gars qui les gens le qualifient peut-être le meilleur lutteur de l'histoire de la NCAA. OK. Deux championnats nationaux, 2 championnats de la NCAA. Et cette année, il a subi une défaite. Il a quitté l'université, il est allé aux Jeux olympiques, a gagné une médaille d'or. Aux derniers Jeux olympiques, c'était donc en 2024. Et puis, il est retourné à l'université, changé d'université, puis là, il a perdu en finale cette année. Et ça, c'est une des plus grosses surprises de l'histoire. Tout le monde disait il va devenir champion, il est imbattable. Bref, tout ça pour dire que c'est un athlète d'exception. Wow. Tout le monde le voit passer en arts martiaux mixtes. Il y a eu un petit moment avec la WWE, ça n'a pas fonctionné. Il s'est essayé au football, ça n'a pas fonctionné non plus. Mais tu sais, les gens le comparent à Brock Lesnar, gros champion de lutte. Wow. Lutte universitaire. Gros champion. Passage à la WWE et après ça à l'UFC où il pourrait devenir champion. Là, il fait ses débuts à LFA. En fait, c'est pour ça qu'on en parle. Il s'est battu cette fin de semaine à LFA, le premier combat professionnel d'arts martiaux mixtes. Victoire au premier round à 1 minute 38 contre un gars qui s'appelle Braden Peterson. Donc, ça a été du solide pour Gable Stevenson. Donc, à surveiller. Je serais pas surpris que lui. Tu sais, il y avait déjà été question à sa sortie de l'université que Dana White le signe. Dana White, il dit c'est un gars qui n'a jamais fait d'arts martiaux mixtes, je ne vais pas le signer. Puis l'autre disait, avec mon palmarès, je veux dire, je mériterais ma place, je mériterais d'avoir une chance. Je pense que c'est bon là, de le voir évoluer. À l'effet, c'est une très bonne organisation aussi. Donc, peut-être 2-3 victoires rapidement pour soit à Contender ou soit directement à l'UFC avec ses palmarès et tout ça. Mais bref, à surveiller donc, grosse victoire de Gable Stevenson, un poids lourd contre Braden Peterson à LFA cette fin de semaine. Ça fait le tour? Ça fait le tour. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous pour cet autre épisode de SOS Podcast. Merci, mon cher Yohan. Yes, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Pas d'événement à UFC cette fin de semaine. On se retrouve dans
UFC revient dans 2 semaines en Australie. Carlos Ulberg contre Dominique Reyes, ça va être intéressant. Merci à Phil en régie, merci à vous à la maison. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao tout le monde! SOS Podcast!